pouvons passer donc à la conférence suivante, qui n'aura peut-être pas, qui ne sera pas totalement étrangère au sujet qui vient de nous occuper, puisqu'elle portera sur la rhétorique. Et donc j'ai l'honneur aussi et le grand plaisir de recevoir ici, à cette table, donc Christine Noailles, que je connais de longue date, hein, une grande amie, qui est professeure à Sorbonne Université et professeure de littérature du XVIIe siècle. Et du reste, elle dirige à Sorbonne Université le centre d'études de la langue et de la littérature française, le CELF, je crois, comme on l'appelle de son petit nom. Et ses champs de recherche se portent sur la rhétorique et la théorie littéraire, le rapport entre rhétorique et philosophie, les rhétoriques latines, les rhétoriques du XVIe et du XIIe siècle, les techniques rhétoriques, la poétique des genres littéraires, et donc avec un corpus d'auteurs qui va d'Aristote à Fénelon, et de nombreux livres, la rhétorique et l'étude des textes, l'univers du style, l'analyse de la rhétorique classique, le style, l'éloquence du sage, platonisme et rhétorique dans la seconde moitié du XVIIe siècle, des éditions de textes, comme il se doit pour des spécialistes des siècles classiques, ou les autres aussi du reste, comme la rhétorique ou l'art de parler de Bernard Lamy. L'art de parler que j'essaie de meubler en attendant que Christine, effectivement, se soit installée. Et je peux lire la bibliographie qui est très nombreuse. Je pourrais rester des heures, en fait, à lire cette bibliographie, des directions d'ouvrages collectifs, lecture de La Fontaine, des numéros de revue, Racine et la rhétorique, des traductions, c'était même de Charles Schusterman il y a assez longtemps. Donc voilà, et Christine Noailles, donc grande spécialiste de rhétorique, va nous parler, il me semble, de rhétorique. Donc ça s'intitule, là, à moins que le titre ait changé. Non, la cohérence en question, rhétorique de la composition. D'accord. Alors, appuie sur le bouton pour voilà. Oui, bonjour à tous. Alors, voilà, donc on va essayer de finir malgré tout dans les temps. Donc je voudrais d'abord remercier, bien sûr, le micro marche ou le micro ne marche pas. Vous êtes rassurés, merci. Voilà. Donc, je voudrais d'abord remercier William Marx, évidemment, de cette invitation qui me fait très plaisir et qui m'honore dans ce lieu, qui est la chaire de littérature comparée et qui est quand même placée sous l'égide de Paul Valéry, me semble-t-il, et de son cours de poétique. Voilà, j'ai introduit le mot qui m'intéresse, poétique. Et je dirais que je suis aussi dans un séminaire qui a pris comme emblème, en tout cas sur le site internet du Collège de France, il a pris comme emblème la couverture du numéro 1 de la revue poétique de février 1970. Alors effectivement, si j'en parle, c'est parce que je me situe moi-même dans l'héritage des formalistes, non seulement ceux des années 1910-1920 en Russie, mais aussi des structuralistes dans les années 1970-1980. Mais un formalisme que je dirais revisité par la rhétorique, ou du moins par la théorisation rhétorique des travaux de Michel Charles, qui a longtemps été, et qui est encore, le directeur de la revue poétique. Je citerai deux dates, une date, 1979, pour mesurer l'apport de Charles par rapport au débat. En 1979 paraissent deux livres qui ont été très célèbres, Umberto Eco, Lector in Fabula, et Michel Charles, Rhétorique de la lecture. Alors, du côté d'Umberto Eco, je crois que les thèses sont bien connues, il y a le postulat du lecteur modèle coopératif tel qu'il est produit et projeté par le texte. De l'autre côté, et c'est donc du côté de Michel Charles, et c'est de ce côté-là que je me situerai aussi, il y a une théorisation de la liberté radicale de la lecture. Le lecteur, en tout cas, n'est jamais le lecteur coopératif idéal. Il y a une théorisation de la liberté radicale de la lecture, une théorisation du texte comme devant composer avec cette incertitude, avec cette résistance et ce risque qui est cette liberté de lecture qui le précarise
qui en fait un dispositif fondamentalement hasardeux, c'est-à-dire livré au hasard. Le hasard qui intervient dans la micro-gestion des phrases et des propositions, mais également, et c'est là où les travaux de Michel Charles et de moi-même nous nous situons, qui intervient ce hasard à un niveau macroscopique dans la gestion du plan, de la structure d'ensemble. Qu'est-ce que c'est une structure intégrant le hasard, la contingence, non seulement celle du lecteur, mais encore, faut-il ajouter, la contingence du temps même de l'écriture ou de la lecture, c'est-à-dire de la temporalité textuelle comme processus continué. Car au niveau de sa structuration, le texte n'est pas un dispositif spatial, mais un dispositif gérant les aléas de la durée, de la longueur. Dès lors, le hasard, la contingence n'est pas qu'à la fin, au moment de la lecture. Il s'immisce dès le début, au fil de l'écriture et de la lecture, dans et par le processus de sa genèse, forcément inscrite dans le temps. Du point de vue de la structure, une pensée qui intègre la contingence et le hasard, on arrive à cette idée force, c'est qu'il n'y a pas de totalisation ni de stabilisation possible, mais une succession de plans, d'images du tout, de plans qui se relaient et s'entrechoquent. Le texte offre le paradoxe qu'il partage avec les œuvres qui s'inscrivent dans la durée, comme la musique, les films, la danse, d'être un dispositif dynamique, c'est-à-dire en mouvement, en devenir, en métamorphose. Le texte est un dispositif qui compose avec lui-même, avec sa durée, avec la contingence. C'est cela même, la rhétorique de la composition. Elle envisage la composition du texte du point de vue rhétorique, c'est-à-dire d'un point de vue qui intègre le paramètre de la contingence dans la pensée de la structuration. Alors, avant d'entrer peut-être dans les principes d'analyse rhétorique de la composition des textes, comme dispositif pluriel, dynamique, ouvert, nous y reviendrons. Quel est l'intérêt de ce type de questionnement sur les textes je dirais que d'abord l'intérêt, on le voit bien avec, je reviens au numéro 1 de la revue poétique, l'article initial dans ce numéro 1, c'est celui de Roland Barthes. Par où commencer ? Et il reprend d'ailleurs l'intitulé à Lénine, qui en 1901 a aussi écrit Par où commencer ? Et Lénine répondait on va commencer par fonder un journal pour faire de la propagande. Bon, Barthes, c'est pas du tout son point de vue. Même si on est en train de fonder la revue poétique à ce moment-là, c'était quand même pas tout à fait un outil de propagande, mais un petit peu. Par où commencer ? Eh bien, il explique, il faut commencer par, je cite, prendre une première vue sémantique du contenu, se repérer dans les grandes masses avant que d'entrer dans les détails, les codes, les motifs, comme on disait à l'époque. Donc c'est ça, c'est une histoire de repérage des masses, une histoire de représentation des dispositifs qui se relaient, dont je parle ici, et qui est un intérêt, c'est peut-être un intérêt initial. Pourquoi étudier ça ? Eh bien, dans n'importe quel type d'étude, on commence par là, par se repérer dans un texte. Donc, entrer dans la technique de la dispositio, c'est en quelque sorte entrer dans l'atelier du texte, dans la fabrique de son montage, dans les techniques d'attention au dispositif. Du coup, la première légitimité de la démarche, pourquoi cela ? La plus forte, la plus partageable, elle est d'ordre épistémologique. C'est-à-dire qu'une des légitimités du geste critique en général, c'est de construire un savoir du texte, de son établissement à son commentaire, et à partir de là, qu'il y ait un intérêt à expérimenter les dispositifs compositionnels possibles, à opter pour une investigation technique, qui engage à la fois la description, la compréhension du texte. C'est précisément ce qui est au cœur de ma démarche ou de celle de Michel Charles. Donc, intérêt épistémologique tout d'abord. La deuxième légitimité, me semble-t-il, que revendiquent certains, c'est la légitimité la plus faible, d'après moi, la moins convaincante, c'est la légitimité politique. C'est l'idée que l'analyse ouverte et dynamique de la composition serait en prise avec telle ou telle pratique sociale de valeur. Par exemple, elle serait un exercice de l'attention
au service d'une éducation citoyenne, pour nous éloigner du zapping, confère Yves Citon, par exemple, ce genre de propos. Ou encore, elle serait une pratique critique interventionniste favorisant une pédagogie ludique et inventive de la littérature. Je renvoie aux travaux de Sophie Rabault, Marc Escola. On trouve aussi l'idée qu'elle serait une entreprise de revitalisation d'un trésor national, risquant de devenir lettre morte. Alors je dirais, ces arguments me laissent un petit peu sur ma faim, qu'une théorie de la composition puisse sauver ici l'éthique démocratique, là l'enseignement des lettres et là encore le patrimoine national, n'est certes pas à négliger, mais peut-être n'est-ce pas tout à fait juste ni tout à fait pertinent. La pratique de l'attention, celle du jeu et les processus de patrimonialisation pouvant se retrouver dans bien d'autres gestes critiques. Je resterai donc très prudente quant à la légitimité politique de ma démarche, de cette approche qui est la mienne et que je promeus. J'aime étudier la rhétorique et en particulier la rhétorique de la composition des textes et je ne peux guère en dire plus d'un point de vue politique. Alors pourquoi persévérer en marge des grands débats et des grands combats ? Pour un premier bénéfice, aussi ténu qu'improbable, mais que j'ai retrouvé, en particulier dans des personnes qui viennent d'autres horizons européens, de l'Europe de l'Est, pour apprendre qu'il est possible de travailler comme cela sur les textes, en dehors de toute interrogation sur le sous-sol et l'horizon, dans un corps à corps avec le texte, un corps à corps libérateur des prérequis et des attentes, ne différant pas plus longtemps de mettre la main à la pâte. C'est une expérience de libération, en quelque sorte, d'investigation en apesanteur, en toute liberté, hors des déterminismes sociopolitiques et des intentions. Et par là même, il existe un autre bénéfice impalpable, lui aussi, pour moi, c'est d'avoir le plaisir d'une expérience de pensée où j'entre de plein pied dans une communauté d'artisans, une communauté d'intérêts techniques, de blocage, de trouvailles, que je partage avec les auteurs. Une expérience de pensée qui me défamiliarise et qui me déprend et qui m'engage dans l'altérité du texte. Je n'en dirai pas plus. Sinon que je vous invite tous à présent à entrer dans la fabrique, dans l'atelier, et à nous poser la deuxième question célèbre de Lénine, février 1902, que faire ? Ou, comme le dit quelque part Michel Charles, et maintenant, que fait-on ? Alors, ce que je fais tout d'abord, et il faut bien le faire ici pour rendre hommage et être honnête, c'est que je m'appuie sur la théorie compositionnelle de Michel Charles, que je résumerai ainsi. Il s'agit d'une théorie de la décohésion appuyée sur un fondement idéologique. L'idéologie du texte, c'est-à-dire du texte littéraire, telle qu'elle se met en place au XXe siècle, selon Michel Charles, repose cette idéologie du texte littéraire sur trois présupposés. La monumentalité du texte, sa clôture, son autorité. À cette idée du texte correspond une idée de sa composition, de son organisation. Le texte est conçu comme un dispositif clos, comme un dispositif cohérent. La cohérence est le répondant technique d'une idéologie de l'autorité et du respect du texte. Travailler alors à des techniques de décohésion, pour Michel Charles, à des techniques de pluralisation des dispositifs, c'est par conséquent, en même temps, travailler à un allègement de l'idéologie du respect, c'est se libérer de la clôture et de la monumentalité du texte. C'est le remettre en mouvement et l'inscrire dans une productivité des formes. De mon côté, je ne partage pas ce présupposé idéologique. À mon sens, la cohérence globale est le fruit d'une construction du dispositif textuel, au même titre que la discontinuité ou que la chaîne des cohésions locales, des cycles. Je dirais que le travail de la cohérence n'est ni plus ni moins qu'une des opérations possibles de structuration, et à ce titre, elle doit être prise en charge par une rhétorique générale de la composition, au même titre que les autres opérations. Quelle est alors la grammaire élémentaire de cette rhétorique générale, de la composition textuelle, ce que j'appelle aussi, par emprunt à l'analyse filmique, le montage du texte ?
Je dirais pour répondre à cette question, je prendrai plutôt un exemple qui réponde de façon théorique. Un long exemple est parfois plus parlant qu'un bref discours. D'accord. Nous prendrons ici le cas donc de la princesse de Clèves pour entrer dans ces méandres. Et nous aborderons la structuration, le plan de la princesse de Clèves en 4 étapes. La première étape consiste à construire une cohérence. Quelle cohérence dans ce petit texte? C'est comme ça que je vous rappellerai les éléments fondamentaux de ce petit texte en même temps. Alors, pour construire une cohérence narrative unique et stable, je m'appuie sur le critère d'Aristote, la Poétique, chapitre 8. Il propose de repérer les séquences qui sont à la fois nécessaires à la progression de l'histoire, du personnage et indéplaçables, vraiment nécessaires et indéplaçables. Eh bien, il n'y a pas tant d'épisodes que cela. Alors, si vous regardez, vous le voyez mal parce que c'est trop petit, mais alors, on me demande de faire de la technique. Alors, voilà. Alors, attendez, il faudrait que j'aille ici, en bas, donc ça ne va pas. En fait, voilà, donc vous le voyez d'un peu plus près, mais il va falloir que je descende dans la page au fur et à mesure que j'explique. Donc, ici, dans la colonne par là-bas, c'est-à-dire la colonne de gauche pour vous, voilà, j'ai des problèmes. Dans la colonne de gauche, ce sont donc les épisodes qui ont à voir avec l'histoire du personnage éponyme de la princesse de Clèves. Je les ai mis là. Et élégamment, dans la colonne de droite, j'ai mis tout ce qui n'entre pas et je l'ai appelé résidu. Bon, on va regarder un petit peu ça petit à petit. Alors, les séquences qui sont nécessaires et indéplaçables à l'histoire sont vraiment très faciles à identifier sans outillage cognitif particulier. Ça sera notre première liste. Alors, dans la partie 1, comme vous le voyez, il y a le mariage. Il faut qu'elle soit mariée pour qu'il y ait la tentation d'adultère. Donc, le mariage de Mademoiselle de Chartres avec le prince de Clèves. Il y a comme autre chose fondamentale la rencontre au bal de Nemours et de la princesse, le coup de foudre. Et puis, toujours dans la partie 1, en caractère gras souligné, la mort de Madame de Chartres, la mère de la princesse, et son testament verbal, fuir l'inclination adultère, qui fonctionne comme un verrou nécessaire. Puis, ensuite, alors je vais descendre dans la page, voilà. Dans la partie, la princesse de Clèves est divisée en 4 parties. Dans la partie 2, il n'y a pas d'épisode indispensable et indéplaçable. Dans la partie 3, l'épisode le plus célèbre, qui a été très discuté, je ne m'arrête pas, c'est l'épisode de l'aveu extraordinaire au mari. Elle avoue sa passion coupable sans avouer pour qui. Et elle avoue qu'elle n'a pas non plus cédé, que c'est une passion intérieure. Et puis enfin, dans la dernière partie, voilà, 2 épisodes tout à fait importants. La mort de Monsieur de Clèves consumée de jalousie, donc c'est bien une conséquence de l'aveu, et puis la dernière rencontre de la princesse veuve et de Nemours. Comme elle est veuve, elle pourrait se remarier, elle refuse le mariage. Et c'est la fin de l'histoire. Je crois qu'il est très facile de modéliser cette approche-là, ces quelques séquences, sur un modèle extrêmement cohérent qui a été construit à côté à la même époque, le modèle de la tragédie. Alors, hop, voilà, voilà, c'est ce même modèle, où dans ces cas-là, eh bien, l'acte 1, donc page 2, pour ceux qui sont mes deux, voilà, qui sont ici, donc page 2, l'acte 1, c'est l'exposition avec le mariage et la rencontre de Nemours, et le début du nœud, le nœud où tout se noue, où la situation commence à être bloquée, avec le testament de la mère. Puis, à l'acte 2, ce sont des péripéties. À l'acte 3, c'est le sommet du nœud, non pas le début, mais le sommet du nœud, avec l'aveu extraordinaire au mari. Et à partir de là, ce sont les conséquences avec ce renversement tragique. Donc, à l'acte 4, la catastrophe, qui veut dire strictement renversement, la mort du mari, et le dénouement, la scène d'adieu. Donc, nous avons ici ce modèle englobant pris de la poétique théâtrale, nous invite ainsi à restituer une cohérence forte.
Maintenant que nous avons la cohérence, deuxième étape, dans nos 4 étapes, eh bien, nous allons défaire la cohérence. Nous allons montrer comme ce n'est pas obligatoirement nécessaire, qu'on n'est pas obligé d'en rester là. Même si on est très content de nous-mêmes, eh bien, on peut aller un petit peu plus loin. Défaire la cohérence, c'est l'étape charlienne, en quelque sorte. C'est là où a travaillé beaucoup Michel Charles. Donc, quels sont les éléments qui vont dans le sens d'une décohésion, c'est-à-dire d'un affaiblissement de la cohérence? Alors, donc ces éléments ne sont pas marqués obligatoirement dans... Voilà. D'abord, vous avez remarqué qu'il n'y a qu'un nombre très restreint d'épisodes en caractère gras soulignés. Autrement dit, l'éparpillement et la faible étendue de la matière principale est déjà une faiblesse. C'est tout au plus une trame minimale, c'est-à-dire dans à peu près en volume, 1/4 du volume total. Donc 3/4 du volume ne sont pas des séquences nécessaires ni indépassables. Deuxième point, qu'est-ce qu'on trouve alors? Toujours dans notre colonne de gauche, tout ce qui est les restes. Ce sont des épisodes, c'est la matière épisodique romanesque, ce sont des excroissances épisodiques. Cette matière épisodique est constituée des multiples rencontres non décisives entre les 2 amants d'une part et entre les 2 époux d'autre part. Je dirais que ces épisodes s'ajoutent, on pourrait très bien les inverser, leur ordre n'est pas nécessaire, ils s'ajoutent et produisent un effet de liste, bien plus qu'ils ne se subordonnent à l'action principale. Autre fait, le fait qu'il y ait certes une division du roman en 4 parties, mais ces 4 parties ne sont pas intitulées. Sinon, première partie de La Princesse de Clèves, qui est le seul titre. Donc, il y a une indétermination sémantique des 4 parties, et on a pu penser que la division opérale était même peut-être commerciale. Un autre débat. Et puis, 4e élément qui va dans le sens d'une faiblesse de cette cohérence que j'ai construite au départ, ce sont les multiples répétitions. Répétitions, bien sûr, pas au sens strict, au sens d'interprétation de ressemblance, mais force est de constater que le récit est soumis à un principe généralisé de variation, de répétition de motifs. Je note, pour aller vite, 10 occurrences du motif de l'intention de la retraite émise par la princesse de Clèves. « Oh, je voudrais me retirer à la campagne ». Elle le dit 10 fois dans le texte. Son désir d'avouer, « Oh, je voudrais tout avouer à mon mari », elle le dit aussi 3 ou 4 fois. Chaque fois qu'elle se déplace à la cour, à Paris, elle croise la reine Dauphine. Elles ont quand même 10 conversations, et toutes ces conversations se ressemblent. Il y a des séquences d'aller-retour à la campagne, il y en a au moins 5, et puis les rencontres brèves de la princesse de Clèves et de Nemours, qui sont toutes construites de la même façon, des formules de galanterie de Nemours et l'absence de réponse avec rougeur de la princesse. C'est absolument charmant, mais nous l'avons à 7 reprises. Donc, un principe de répétition, sans parler que dans la liste des résidus dont je ne vous ai pas encore parlé, ça se répète constamment. Nous avons des variations sur les mariages princiers, les mariages entrant dans les conditions de la paix au niveau de la chronique royale, la paix entre la France et l'Espagne. C'est vraiment là qu'on pourrait dire 4 mariages et un enterrement. Il y a vraiment 4 mariages et un enterrement. Et puis nous avons toujours du côté des résidus, des variations sur l'ambition et la galanterie, avec une galerie de femmes galantes qui sont presque interposables dans des histoires rapportées, 5 histoires rapportées, qu'elles soient royales ou privées. Donc que le roman se déploie par reprises et variations plutôt que par étapes et par progression est donc un élément supplémentaire qui concourt à l'affaiblissement de la tension narrative et de la cohésion. Et puis enfin, j'en viens justement à cette liste des résidus, c'est le dernier argument en faveur de l'affaiblissement de la cohérence. Eh bien, en fait, ces résidus, qu'est-ce ? C'est d'une part la chronique de la paix après un désastre militaire où la France a été vaincue par l'Espagne. Donc voilà, traité de paix, et ces traités de paix se font par des mariages princiers, voilà pourquoi il y a des mariages.
Et dans le grand mariage princier organisé, eh bien, le roi lui-même va mourir. Donc voilà pourquoi il y a un enterrement. Chronique de paix d'un côté, et de l'autre côté, les histoires d'amour, qui sont des catalogues des amours de cour. Eh bien, ces digressions, ces multiples digressions, tout cela n'a rien à voir avec l'histoire même de la princesse de Clèves. Cela met aussi à mal l'idée d'un système structurel, vectorisé et cohérent. La digression contre l'intérêt principal du récit, je ne m'attarde pas, mais cela a été débattu par ceux qui ont travaillé, les critiques qui ont réagi sur la princesse de Clèves en 1678-1679, Valincourt et l'abbé de Chat. Bilan de cette deuxième étape, après avoir construit la cohérence, nous sommes arrivés à montrer que cette cohérence ne tient pas. Nous avons déconstruit. Que faire de cette cohérence défaite, de cette digression, de ces répétitions, de ce foisonnement épisodique et des autres facteurs d'affaiblissement de la cohérence? Il y a deux options. Soit on sauve la cohérence, soit on bascule sur un autre type d'approche de l'organisation séquentielle. Alors nous prendrons ces deux options. Ça sera soit la troisième étape, soit la quatrième étape, mais c'est une étape ou l'autre, on ne peut pas faire les deux à la fois. Alors la troisième étape, sauver la cohérence, le réseau intégratif. On peut le faire de deux façons. Soit on complique l'histoire de la princesse, c'est-à-dire qu'on rend non pas nécessaire, mais on rend utile toutes les répétitions et tous les décrochages. Par exemple, on va dire que les histoires galantes rapportées permettent l'éducation de la princesse ou l'éducation du lecteur. On va faire de la chronique de la paix l'occasion ou le fatum d'une histoire privée. Je dirais que le geste est parfaitement légitime, mais en même temps, il produit un effet de prisme, de focalisation forcée sur l'histoire de la princesse. On ramène tout à elle en nivelant la variété et le foisonnement, la copia de l'intrigue et toutes ses aspérités. Deuxième façon de sauver la cohérence, non pas sauver la cohérence globale, mais sauver des cohérences locales, régionales, non pas sur tout le texte, mais sur des parties, sur un nombre plus ou moins restreint d'entre elles. Donc on va parler de cohérence plurielle, régionale, qui se superposent, comme différents réseaux en palimpseste. Par exemple, on va dire qu'il y a plusieurs histoires. À côté de l'histoire de la princesse, on a le roman du prince de Clèves, le roman de Nemours ou le roman du roi. Donc cela permet de déplacer les hiérarchies, d'intervertir les focales. Je crois que c'est là les travaux principalement de Marc Escola. Il est aussi possible de susciter des régimes successifs, amorçant des organisations globales sans les réaliser totalement. Par exemple, on va dire que le roman commence comme une nouvelle historique, il se continue en nouvelle galante à la façon espagnole, ce sont les amours enchevêtrés du vidame, et il se clôt sur le modèle de la tragédie. Je dirais que la cohérence globale vaut par sa robustesse, la cohérence modulaire vaut par sa souplesse. Mais des deux côtés, ces deux solutions écartent en les lissant trois séries d'événements textuels. D'une part, l'accord qui existe entre tous les critiques sur la présence des décrochages, des accros narratifs. Le texte avance par rupture. Ensuite, la répartition possible de ces perturbations en trois séries, en trois réseaux. Le texte avance par retour. Et plus fondamentalement encore, le consensus implicite sur l'identification des séquences, des scènes, des aventures autonomisables. Et par conséquent, sur le statut essentiellement composite de ce texte. Le texte avance par morceaux. Que reste à en établir, je dirais, les ressorts et les effets, autrement dit, à rendre manipulable cette idée d'un montage compositionnel du texte, d'un montage par rupture, par retour et par morceau. Ça sera donc là l'autre option possible, analyser le rythme du montage, c'est la quatrième et dernière étape. Pris dans sa dynamique, le roman ne fait pas que narrer ou n'importe quel autre acte de langage, ne fait pas qu'argumenter, ne fait pas que bavarder. Pendant qu'il raconte, il s'étend, il se poursuit, il s'écrit dans la durée. Et notre hypothèse est que l'aménagement de la durée est assuré par une gestion du cursus énonciatif qui repose sur trois types d'interventions sur le syntagme. La ponctuation, l'émergence de séquences, la transition, la coordination séquentielle et la scansion, le rythme du montage. Et c'est là
où la princesse de Clèves, je n'ai pas pris l'exemple tout à fait au hasard, c'est pas qu'il était disponible, mais c'est surtout que la princesse de Clèves est en quelque sorte emblématique. Elle propose une structuration de son montage bien plus remarquable et efficace que la structuration défaillante de son histoire. Alors la grammaire de cette petite syntagmatique, je reprends la formule à l'article bien connu sur l'analyse filmique de Christian Mest, la grande syntagmatique, cette petite syntagmatique donc commence avec la technique de la transition. C'est le premier élément tout à fait moteur dans notre texte. Donc la transition a ce site particulier qu'elle a un dispositif qui d'extension locale, qui a une double charge. Il marque la différence entre deux séquences et en même temps il masque l'intervalle. Donc je dirais qu'il y a à la fois un pôle conjonctif et un pôle disjonctif dans la transition, de même qu'une transition peut être longue ou brève. Donc on voit tout le panel de transitions possibles, longue conjonctive, longue disjonctive, brève conjonctive, brève disjonctive. Il résulte donc de tout cela que l'ancienne poétique du roman n'a pas hésité à légiférer en la matière. Oui, comment faire des transitions dans le roman au XVIIe siècle? Voici ce qu'on nous apprend. Elle prône une esthétique de la transition narrative discrète, donc très conjonctive, et progressive, longue, les transitions longues et discrètes. Et elle s'élève, cette poétique du roman, contre la tentation de la brusquerie, c'est-à-dire des transitions brèves, disjonctives, saillantes, de type cependant. Or, que constate-t-on dans La princesse de Clèves? Eh bien, il y a précisément tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que l'esthétique de la transition chez Madame de Lafayette, c'est la transition disjonctive. Deux exemples protocolaires au début que je vous lis rapidement et qui ne sont pas donc dans l'exemplier. La mort de Marie d'Angleterre apporta, donc on est à la fin d'une grande séquence de chroniques historiques, la mort de Marie d'Angleterre apporta de grands obstacles à la paix. L'Assemblée se rompit à la fin de novembre et le roi revint à Paris. Point, à la ligne. Il parut alors une beauté à la cour qui attira les yeux de tout le monde. C'est l'arrivée de la princesse, on entre dans le roman. Vous voyez comment la liaison a été brutale par un retour à la ligne et par l'adverbe « alors ». Un peu plus loin, une fois que la princesse de Clèves est mariée avec le prince de Clèves. Voici comment le mouvement se conclut. Et Madame de Chartres joignait à la sagesse de sa fille une conduite si exacte pour toutes les bienséances qu'elle achevait de la faire paraître une personne où l'on ne pouvait atteindre. Point à la ligne. La duchesse de Lorraine, en travaillant à la paix, avait aussi travaillé pour le mariage du duc de Lorraine, son fils. C'est le début de la chronique royale. Même processus, et vous voyez que dans ce deuxième exemple, il y a même une absence de tout élément conjonctif. Il n'y a pas le moindre adverbe passe-partout de type cependant ou alors. Et avec ce deuxième exemple s'ajoute autre chose, à savoir que la matière historique qui est introduite, la chronique de la paix, n'occupera qu'une séquence restreinte, comparativement aux séquences qui la précèdent et qui la suivent, et qui sont toutes deux dévolues à l'histoire de la princesse. On a dans l'ordre le mariage avec le prince de Clèves sur 11 paragraphes, cette chronique royale qui est introduite de façon très saillante sur 3 petits paragraphes, et ensuite la rencontre au bal avec Nemours sur 7 longs paragraphes. Ce qui apparaît ici, c'est qu'on peut alors redécrire l'ensemble transitionnel tout autrement, en considérant d'une part les 2 séquences dévolues à Clèves, le mariage et puis la rencontre, et en traitant la séquence intermédiaire, la chronique royale, comme une séquence globalement transitionnelle, assurant sur le mode disruptif de l'interpolation digressive le passage d'un épisode de l'histoire d'amour à un autre. Sous cet angle, la séquence historique peut bien occuper des fonctions narratives secondaires dans l'histoire. Elle occupe une fonction importante dans l'économie du montage. Elle constitue, donc, elle porte la fonction de transition entre les 2 séquences dédiées à la princesse de Clèves.
Je dirais qu'ici, ces transitions, ces séquences transitionnelles sont dans La Princesse de Clèves, donc ce qu'on peut appeler des intermèdes. Et j'emprunte le terme au théâtre, et c'est d'ailleurs ce que j'avais marqué ici avec le modèle du théâtre. Nous voyons donc en haut ouverture, donc la cour d'Henri II par un intermède, et entre chaque acte des intermèdes dédiés soit des intermèdes constitués soit par la chronique royale, soit par les histoires rapportées. Donc, à partir de ce moment-là, où on a compris que tout ce qui était dégressif, toute ma colonne résiduelle, en fait, constituait des intermèdes transitionnels, des interpolations qui formaient des intermèdes entre deux épisodes de l'histoire romanesque, on peut décrire le rythme du montage. Et on peut même le voir, le voici. Donc ce rythme du montage, c'est en quelque sorte un rythme scandé. Je commence par un bref contrepoint, je mets un épisode romanesque de La Princesse, un deuxième contrepoint, un épisode romanesque, un troisième contrepoint, comme ça, jusqu'à la fin du roman. Alors, je vous laisse prendre connaissance, et sur quelques commentaires avant de conclure. Premier commentaire, il y aura deux commentaires, je crois. Premier commentaire, je dirais que ce modèle marche assez bien. Nous dirons que nous avons là un script dispositif du roman, la formule de son montage, et que cette formule repose donc sur un rythme fortement scandé, d'alternance disjonctive entre séquences longues et contrepoints brefs. Mon deuxième commentaire, je vous ai dit mon premier commentaire, cela marche assez bien. Mon deuxième commentaire, c'est que cela ne marche pas tout à fait bien. Pourquoi? Parce que, et hop, donc on va aller jusqu'au fond. Voilà. Au fur et à mesure où on se rapproche de la quatrième partie, et en particulier dans la quatrième partie, eh bien, au fur et à mesure que le roman progresse, la fréquence des transitions dispositives disjonctives baisse jusqu'à s'estomper dans la dernière partie. Et on notera en particulier dans la dernière partie qu'il n'y en a qu'à l'incipit, et ensuite ce ne sont même pas quelques paragraphes, ce sont des demi-phrases. Tant et si bien qu'il n'y a plus dans la dernière partie des marqueurs sémantiques forts, disjonctifs, pour délimiter les épisodes. C'est pour ça que je les ai un petit peu entassés, mais on pourrait trouver bien d'autres épisodes. Bref, il existe un script dispositif qui perdure dans les trois quarts du roman et fait ensuite défaut. Quelle autre formule se met alors en place dans la quatrième partie? Un script dispositif différent, plus fluide et enchaîné, articulant les épisodes selon un mode conjonctif, économique et discret. Peu de jours après, le lendemain, etc. En l'absence d'articulation saillante, l'effet produit est alors non seulement ici celui d'un glissement par juxtaposition, mais d'une indistinction et d'une solidarité relative des différents épisodes enchaînés. Avec la perte des transitions saillantes, se perd aussi la visibilité des séquences de la matière principale, des séquences de l'histoire de la princesse. Là où les trois premières parties mettaient en place des séquences distinctes dans l'histoire de la princesse, grâce au rail des dispositifs ponctuels saillants, la dernière partie présente une série de variations enchaînées où tout se fond et s'enchaîne à la façon d'une sonate. Bilan général. Travailler ainsi sur la composition d'un texte en analysant le rythme de son montage, ce n'est en rien du formalisme desséché. C'est produire une organisation événementielle du sémantisme et de ses effets, effets de rupture, effets de répétition, effets de morcellement. C'est agencer le texte au rythme de ses accidents, c'est en produire une organisation fondamentalement dynamique. Et, ajouterais-je, plurielle. Quelle est donc, pour conclure tout à fait, cette grammaire plurielle des opérations de composition textuelle? Quelle est cette grammaire générale du montage textuel? Je ne ferai ici que vous la résumer ou vous la proposer. Les opérations dispositives donnent lieu à trois grands types d'interventions, trois grands types d'hypothèses organisatrices, par partitionnement, par sérialisation, par ordonnancement. Le partitionnement pense le texte à la manière d'une partition mosaïque.
Il associe deux types d'opérations. Le montage par division, au sens d'identification ontologique des morceaux, des séquences. La division relève d'une herméneutique de la focalisation. Et le montage par transition, au sens de liaison entre deux parties successives. La transition relève d'une herméneutique de la continuation, c'est-à-dire du contexte. Deuxième type d'opération, après le partitionnement, la sérialisation. La sérialisation pense le texte à la manière d'une suite composée, qu'elle prenne une forme continue ou la forme discontinue du recueil. Elle associe deux types d'opérations. C'est le montage par répétition, au sens de variation. La répétition relève d'une herméneutique de l'assimilation, de la ressemblance. Et le montage par altération au sens de diversification, de variété. L'altération relève d'une herméneutique de la distinction. Enfin, troisième opération de montage, après le partitionnement et la sérialisation, l'ordonnancement, enfin, pense le texte à la manière d'une orchestration globale des séquences. Il associe deux types d'opérations, le montage par cohésion, au sens d'agencement systématique, de réseau. La cohésion relève d'une herméneutique de la visée, elle peut être modulaire ou globale, comme on l'a vu. Et le montage rythmique, tel que je le défends, par scansion, au sens d'une alternance de différences actives, selon la définition de Bernard Sèvres sur la musique. La scansion séquentielle relève d'une herméneutique de la durée, si le rythme est bien cet ordre dans le mouvement, dont parlait déjà Platon. Donc 6 protocoles, puisqu'il y en a 2 par opération, 6 protocoles de montage, donc, qui sont susceptibles de se combiner et qui permettent de penser le texte comme un dispositif compositionnel, pluriel, distribué et scandé. Je vous remercie. Merci infiniment, chère Christine Noailles, pour ce très très bel exposé qui s'est présenté d'abord comme une métathéorie, une théorie qui faisait un peu l'histoire des approches théoriques du récit, en particulier à partir de Eco et de Charles, et qui finalement se propose comme une théorie elle-même, avec cette division très genetienne ou charlienne des différents types de montages et qui sont, à mon sens, très, très productifs et très intéressants à regarder, à réfléchir, à méditer à tête reposée. En t'écoutant, moi j'avais vraiment... alors c'est un peu dommage que tu n'aies pas pu être là pour la première partie où je parlais de Valérie, puisque Christine Noailles faisait cours à la Sorbonne au même moment, donc elle ne pouvait pas assister au mien. Mais il se trouve que j'ai parlé pendant le cours de toute la réflexion, en partie de la réflexion de Valérie, sur sa pensée de la composition, de la modulation, le rôle des beaux détails dans la poésie. Pour lui, effectivement, le sens de la composition, la Jeune Parc, elle se compose par fragments qu'ensuite on ordonnance. Et c'est le principe. Et ensuite, le rôle du poète, c'est aussi de trouver les modulations, ce que tu appelles transition, qui permettent de passer d'un passage à l'autre. Donc il y a toute une pensée de la modulation, de la transition et de la contingence en particulier. Comment, à partir de la contingence de la création, on doit arriver à fournir une structure qui, elle, donnera plus une cohérence, qui permettra de sortir de l'effet de l'apparence, de l'illusion de la réalité contingente historique pour arriver à une illusion peut-être de cohérence. Donc il y avait en fait beaucoup d'échos entre ce que tu disais... Ah mais il faut toujours revenir à Paul Valéry. Voilà, c'est forcément ce que je... Merci. J'y reviendrai. Oui, si tu veux encore dire quelque chose là-dessus, non. Alors, donc ça c'était un très bel écho qui faisait plus un effet dans le montage, je pense, un effet non pas de répétition avec altération, de cette sérialisation, pour reprendre les termes et les notions j'ai déjà appris ma leçon. Alors, j'étais tout à fait fasciné par, en particulier, tout ce que tu as dit au début sur en plus, l'exemple de prendre le principe, l'œuvre canonique, La Princesse de Clèves, c'est extrêmement parlant pour nous, et j'ai été particulièrement frappé du fait que, pour moi, souvent on dit, Princesse de Clèves, c'est une sorte
de modèles, de récits sobres, assez abstraits finalement, et qui racontent en peu de mots, en peu de pages, une histoire forte. Et en fait, ce que tu nous as dit, c'est qu'au contraire, c'est tout l'inverse. C'est une histoire extrêmement diluée et qui est très différente de cette économie du roman. Et parfaitement ennuyeux, parce qu'on entre pour voir l'histoire de la princesse, hein, et on la trouve de temps en temps. Oui. Mais voilà, mais il faut lire tout le reste. Qu'est-ce qu'on fait et où on est? Donc en fait, tu donnes raison à Nicolas Sarkozy lorsqu'il avait condamné la princesse de Clèves. Nous ne faisons pas de politique ici, nous allons nous faire sortir de cet amphi. J'ai parlé de cette polémique dans l'aine de la littérature, et donc il y a effectivement... Tu donnes plutôt raison à ceux qui accusent les défauts de la princesse de Clèves. Je ne sais pas si c'est un défaut, c'est une richesse. Il y a vraiment j'ai dit le terme de copia, qui est un terme très positif, hein, ça veut dire abondance, foisonnement, hein, dans les termes rhétoriques néo-latins au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Hein. Et cette copia, cette abondance, on savait qu'elle était dans les très grands romans de 5000 ou 6000 pages de la première moitié du XVIIe siècle, hein, l'Astrée, les romans de Mademoiselle de Scudéry. Mais en fait, dans les romans en miniature, dans les petits romans de 270 pages comme La Princesse de Clèves, on retrouve en miniature, hein, les développements sont moins amples, mais en miniature, on retrouve ce principe de foisonnement. Voilà. C'est un principe de composition anthologique. Comme le dit Hugo Dionne dans La Voix au chapitre, il force un peu le trait en disant quand un auteur écrit, il y a deux solutions. Où il a un plan général et il va diviser en chapitres, ou alors il invente un chapitre, il en met un autre, et l'ensemble par accumulation fait, voilà. Eh bien, en fait, hein, même pour une histoire aussi simple, où on voit bien qu'il y a le cadrage de l'histoire générale, il y a les deux principes cohabitent, il y a bien aussi une accumulation de séquences et non pas de chapitres. C'est tout à fait fascinant. Ça m'amène à ma dernière question, au bout du compte, qui est exactement là-dessus, avant de céder la parole à Stéphane Jonger, qui a peut-être quelque chose à ajouter et à dire, mais à savoir que l'étude que tu as fait au début, le découpage, est très parlant. Et on voit effectivement, on distingue entre séries primaires et séries secondaires, enfin l'histoire principale et les histoires secondaires, adjacentes et au bout du compte contingentes. Alors, au bout du compte, ce type d'analyse de la cohérence du récit, à quelle valeur correspond-il? Parce qu'au bout du compte, il y a un jugement de valeur qui est posé par l'analyste à ce moment-là. Peut-être pas par toi en tant que critique, mais au moment de cette analyse-là, celui qui fait l'analyse de la cohérence a un principe, en gros, il est agi par selon quelle valeur. Il me semble qu'il y a ici des a priori ou des préjugés. En gros, l'idée qu'il devrait y avoir un principe d'économie du récit, hein, qui serait la valeur à laquelle nous adhérerions. Et que cette critique qui est faite de la cohérence, elle obéit au bout du compte à une certaine valeur de ce qu'on attendrait du récit. En même temps, en regardant la division que tu donnais, moi j'étais frappé de deux choses, c'est-à-dire que d'abord, même dans le récit principal, il y a des épisodes que tu indiques comme secondaires et qui effectivement le sont d'un point de vue, je dirais, actantiel, développement, mais qui sont totalement marqués dans la mémoire du lecteur lorsqu'il pense à la princesse de Clèves. Et on peut difficilement faire, sans doute on peut résumer la recherche temps perdu en disant Marcel devient écrivain, comme l'a fait Jeunette. Mais si on résume la princesse de Clèves, si on veut l'expliquer un peu à quelqu'un qui ne l'a pas lu, on va sans doute assez vite parler de l'épisode du pavillon de chasse, qui est un très bel épisode où on voit Nemours épier la princesse de Clèves par la fenêtre. Un épisode très, très érotique. Et on imagine mal le roman sans cela. Or, tu nous dis, effectivement, du point de vue de l'action, ça a peu d'importance. Par ailleurs, la question c'est pourquoi y a-t-il tant d'épisodes secondaires? Donc, à savoir la cour de Henri II, l'histoire de Marie de Guise, les négociations, la cour à Compiègne. On peut penser que, justement, alors c'est des choses qui nous marquent moins, mais qui, pour les auteurs, je dis les auteurs parce que c'est Madame de Lafayette, peut-être La Rochefoucauld, peut-être qu'il y a... Et Segré. Et voilà, et Segré aussi. Peut-être qu'il y a du reste... Il y a des gens qui ont des accords différents, voilà. La Rochefoucauld apportant... bon, en tout cas, ce serait intéressant de voir s'il y a si on peut
attribuer cette division entre épisodes secondaires et épisodes principaux à différents auteurs. Mais quelle était la visée de tout ça? C'était, j'imagine, au-delà de l'économie du récit, de situer ce qui aurait pu naître qu'une petite nouvelle historique, une nouvelle tragique, en faire quelque chose qui soit situé dans un contexte historique et en face une sorte d'emblème d'une vie de la cour, d'un idéal de la cour à un certain moment. Et donc, ce que je dis par ces deux exemples du pavillon de chasse et de tout ça, c'est qu'au-delà du principe d'économie du récit qu'on applique au texte, au bout du compte, les auteurs, ou l'auteur de la princesse de Leclève avec un grand A, l'auteur abstrait, il pense à d'autres choses, c'est-à-dire il pense à des effets émotionnels sur le lecteur, il pense à donner un sens général à la dimension historique, par exemple, de l'histoire. Et donc, le principe d'économie du récit n'est pas le seul effet qui est peut-être visé par un auteur. Oui, alors, ce principe d'économie du récit qui transpose l'économie de la cohérence n'existe pas comme tel pour les écrivains. C'est nous qui l'avons petit à petit construit, en particulier avec la nouvelle de type Maupassant. C'est à partir de ce moment-là où, dans l'histoire de la culture, on commence à penser autrement l'économie du récit. Donc, il y a effectivement, puis les formalistes russes, après, ils vont écrire là-dessus. Donc, il y a une histoire de cette notion. Et encore une fois, dans l'horizon de la princesse de Clèves, dans les débats, on voit d'un côté Valincourt qui, lui, comme s'il était au théâtre, trépigne, c'est-à-dire fait part de son envie que ça aille plus vite vers la fin. On le comprend, mais en même temps, il a tout faux. Et on trouve l'abbé de Charnes qui répète ce que d'autres ont écrit avant, Georges de Scudéry ou après Duplaisir, etc. C'est-à-dire que quand on entre dans un roman, on n'est pas pressé d'aller à la fin. Qu'on entre dans un roman comme on visite une ville et on visite les monuments, y compris ceux qui nous font sortir de la route principale. Donc c'est une très belle citation, mais qui renvoie à cette idée non pas de course ou d'économie du récit, si tu veux, mais qui renvoie au contraire à une idée de générosité, de fécondité, de dépense en quelque sorte, sous les termes d'ornement, et ces ornements sont pas uniquement à valeur esthétique, mais aussi à valeur émotionnelle, comme tu viens de le rappeler. La scène du pavillon de chasse est elle-même très très courte, elle fait un demi-paragraphe dans l'édition originelle. Donc voilà, c'est un lieu marquant, mais c'est un lieu marquant parce que c'est un investissement imaginaire. De même, voilà, la princesse de Clèves, ce n'est pas l'Astrée, ce n'est pas l'idéal d'une utopie d'un monde fermé et clos, c'est le moment où ce monde explose à la veille des guerres de religion, où le règne de Henri II est à sa fin. C'est précisément là qu'est situé le... Donc même sur l'herméneutique, on voit que ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Mais en tout cas, sur l'économie du récit, non, on n'est pas dans cette culture-là, et on le voit bien, et on le voit dans le principe du montage du texte. Oui, merci. Alors, moi, j'ai une remarque et une question. La remarque, pour aller dans la suite de ce qui vient de vous être dit et de la réponse que vous avez faite, et porte sur la... Ah pardon, il faut que je me mette plus près. Porte sur l'historicité en fait du critère esthétique à partir duquel on va juger cette économie. Et la réponse que donnerait le XVIe siècle, qui est d'une certaine façon le siècle voisin et puis celui où l'affaire se joue, ça serait la question de la variété, la varietas. Et donc, dans ce que vous montrez, il me semble qu'on est en plein dans une esthétique que des auteurs du XVIe siècle revendiqueraient volontiers. Voilà, la variété et la copia, voilà, l'abondance, voilà, sont les termes clés. Voilà, pour les bergeries de la fin du XVIe, comme... Et alors, ma question maintenant,
vous avez très bien montré comment il y avait une répartition jusqu'au moment où ça marche moins bien. Mais enfin, globalement, cette répartition, c'est tout à fait, quand on regarde votre exemplier ou l'écran, c'est tout à fait saisissant. Il y a un élément qui, moi, m'aurait intéressé, mais peut-être que c'est des travaux que vous menez par ailleurs, et qui rejoint le mot qu'a employé William Marx tout à l'heure, qui est le nom de Genette. C'est-à-dire qu'il y a là un des éléments sur lesquels j'aimerais avoir plus de précision, c'est les effets de volume. Parce qu'il y a des éléments adjacents qui font 2 pages, puis il y en a d'autres qui en font 30. Et ça a des effets sur le lecteur qui doivent être... il y a des effets d'accélération et d'enlisement. Enfin, Alors oui, c'est exactement ça le principe du montage. C'est-à-dire que c'est la 5e étape, celle que vous n'avez pas eue, hein, et heureusement, mais qui est effectivement d'apprécier les choses. Ici, la question du volume est intervenue pour définir la transition. Un volume comparatif plus bref que les séquences environnantes. Quand j'étudie le montage d'une œuvre comme par exemple le roman comique de Scarron ou l'Astrée, à mes étudiants, l'œuvre devient un trait, un ruban, et un ruban sectionné selon les volumes, les proportions des séquences, et chaque réseau de séquences ayant une couleur. Ruban rouge, jaune, c'est charmant. C'est peut-être pas la peine d'en arriver jusque-là tout de suite. Mais voilà, je vais bien vers là. C'est-à-dire qu'il y a des éléments très impressionnants qu'on découvre une fois qu'on intègre le paramètre de l'extension. Et donc du temps de lecture. Voilà, exactement, du rythme, tout à fait. D'accord, merci. Bien. Merci Christine Noailles pour ces analyses extrêmement lumineuses et qui nous font réfléchir à l'art du roman. Cet art du roman, je vous le rappelle, dont parlera Orhan Pamuk dans ses conférences du mois de mai et auxquelles je vous invite bien volontiers. J'espère vous retrouver nombreux. Merci à vous de nous avoir suivis pendant ces cours et ces séminaires. Et merci à mes 2 intervenants d'aujourd'hui, Christine Noailles et Stéphane Genger. Merci, à très bientôt.